Et vous êtes toujours sur Radio Soupan, vous vous rendez compte la chance que vous avez, ou la patience, l'un ou l'autre. La station des Rapins, 100 fois sans louer, sans courbette, à Racaille. L'émission du mardi 4 août 2020, consacrée pour sa partie artistique à Aimé Castin, dont ma camarade va vous parler et surtout va vous préciser des choses très importantes avec sa bio. Alors ouais, une émission consacrée à Aimé Castin, grâce à toi Robert, qui avait dans tes archives un petit livre broché aux éditions des Alpes de Lumière, apparemment une collection qui défend un peu le patrimoine des Alpes de Haute-Provence, qui s'attache à parler dans chaque numéro différent de sujets importants par rapport à ces Alpes de Haute-Provence, et donc qui a consacré un numéro, c'est le numéro 137, à Aimé Castin, qui est bergère et artiste. Et grâce à ce petit bouquin, on a eu envie de vous faire partager un peu cette femme, vous faire connaître cette femme, vous la faire rencontrer, parce que c'est quand même un parcours assez extraordinaire. Alors, Aimée, elle s'appelle Aimée Rosalie, elle naît en 1917 à Banon, dans les Alpes de Haute-Provence. Ses parents, qui se nomment Joseph et Thérèse, sont des métayers, et Aimée est leur seconde fille. Il y a une aînée qui s'appelle Suzanne, qui elle est placée à Avignon chez des bourgeois. Suzanne, elle rêve d'ouvrir un commerce quand en fait elle ne sera plus placée, qu'elle ne sera plus, comme elle dit, la boniche, quoi. Et dès son plus jeune âge, Aimée, par contre, elle est heureuse dans la nature, hein. Elle herborise avec sa mère, elle apprend les vertus des plantes médicinales. Et à 6 ans, elle est déjà dehors à garder le troupeau. Il y a 32 bêtes. À 6 ans. À 6 ans. Et elle se passionne pour l'agnelage. Elle adore voir la naissance des agneaux. Enfin, il y a vraiment cette attirance pour tout ce qui est naturel, tout ce qui est de la nature, quoi. La fréquentation de l'école libre sur les conseils du curé est un passage plutôt difficile, hein. Il faut abandonner les brebis, les agneaux, les chèvres, les chevreaux, pour se confronter aux enfants moqueurs, apprendre à tenir son corps, à se vêtir, à parler français à la place du patois provençal, et puis faire cette longue route de 3 km par tous les temps pour se rendre à l'école. Après, c'est l'école communale qui lui apportera du réconfort grâce à une institutrice, qui s'appelle Rose Logier, une institutrice passionnée par son métier, qui va transmettre aux enfants en fait le goût de l'apprentissage, de la connaissance, et l'obstination pour réussir ce dont on a envie de faire dans l'existence, quoi. Donc Aimée, il sera très sensible et elle obtiendra son brevet avec la mention bien. Et elle va même découvrir, grâce au prêt de livres de cette institutrice, le naturaliste Jean-Henri Fabre. On en avait parlé une fois, il y avait un petit film sur sa bio, quoi. Et puis après, c'est la rencontre avec son futur mari, Paul Ovid Castin, qui va l'apercevoir depuis la route. Il a un rendez-vous pour aller chez le coiffeur et il la voit dans son champ en train de garder son troupeau. Et là, le couple après se mariera en 1936, donc elle est toute jeune, elle a 19 ans, dans l'intimité. Et donc c'est un nouveau départ là pour une vie un peu plus difficile. Elle va vivre dans la famille de son mari au départ, donc entourée des 5 frères et sœurs de son mari, puis aussi de sa belle-mère qui est plutôt tyrannique. Et là, c'est le travail domestique, elle aide à la maisonnée, donc elle aide en cuisine, donc elle épluchage des légumes, elle prépare les volailles, il y a tout le nettoyage, le raccommodage, donc c'est quand même, c'est une vie difficile. Et puis après, ce couple, en fait, aura 4 enfants, et la famille va partir s'installer comme fermier au hameau du Gubian. C'est là, en fait, qu'elle va commencer à être plus connue, quoi. Elle reprend donc la garde du troupeau au bout de quelques temps. Un peu avant la cinquantaine, en fait, elle va rencontrer Jean-Claude Sardou. Jean-Claude Sardou, c'est son voisin, et c'est un voisin qui est peintre. Et là, c'est une rencontre magique. Elle est tout de suite fascinée par son voisin quand elle le voit peindre. Et lui va l'inciter à se lancer dans la peinture. Donc au départ, elle n'a pas de matériel, ça lui paraît impossible. Donc elle va aller fouiller, chercher les gouaches de ses enfants. Elle va chercher du carton, de l'isorel, des draps de lit, enfin un peu tout ce qui est utilisable. Et elle va commencer à faire un peu de peinture. Elle va même réussir à faire accrocher dans la cuisine de leur maison un de ses tableaux qu'elle va trouver le plus réussi. Voilà. Et la peinture fait maintenant partie complètement de sa vie. Elle va commander par la suite une mallette de couleurs avec le catalogue Manu France.
Et elle ne renonce pas pour autant à son métier de bergère. C'est un métier qu'elle exerce toujours avec beaucoup d'amour. Et justement, toutes ces heures de garde lui profitent en pleine nature, où elle peut écrire, elle peut observer, elle peut faire des croquis d'ailleurs qui seront de plus en plus nombreux. Et pour elle, c'est un espace un peu de création et de méditation. Jean-Claude Sardou va lui faire découvrir le douanier Rousseau, Gauguin, il lui prête l'œuvre de Zola, dont même certains passages sur les états d'âme de Claude Lantier la touchent beaucoup, même des passages qu'elle recopie dans un carnet et sur lesquels elle a envie d'écrire elle aussi ses propres pensées. Un autre temps fort dans sa vie d'artiste, c'est la rencontre avec Pierre Martel. Pierre Martel, c'est un ancien curé défroqué, qui est fondateur et animateur justement de l'association Alpes de Lumière, et qui va d'abord la rencontrer et s'intéresser à toutes ces collections d'objets trouvés dans la nature. Dès son plus jeune âge, en fait, elle ramasse tout ce qu'elle trouve joli, tout ce qui l'attire. Donc elle peut ramasser des cailloux, des souches d'arbres. Elle a une grande collection de silex, elle a des oiseaux, des nids, des lichens, des papillons, des plantes, des outils. Et Pierre Martel viendra à son travail de peintre seulement après avoir regardé un petit peu toutes ses collections. Et il va lui faire rencontrer ses amis ainsi que des visiteurs de Haute-Provence. Donc elle va recevoir des étudiants, des artistes, tout un monde qu'elle n'aurait jamais rencontré, quoi. Et quelques années plus tard, de nombreux articles de presse font connaître Aimé Castin à un large public, et elle expose dans différentes galeries et elle vend ses toiles. Pierre Martel lui fait aussi rencontrer Serge Fiorot. Serge Fiorot, c'est un peintre aussi qui va lui rendre visite et qui va beaucoup aimer son travail. Il habite Montjustin et lui est reconnu comme peintre naïf, et il va aider Aimé à vendre ses tableaux et va même lui écrire un texte de présentation pour une exposition. C'est lui aussi qui va inciter la fille de Genot. Genot est déjà décédée, donc c'est la fille de Genot qui va aussi rendre visite à Aimé Castin. Et en 1979, après une vie de fermage, Paul et Aimé achètent une maison en Viager. Ils ont enfin leur lieu de vie à eux. Et Aimé s'arrêtera de peindre en 1998 après un accident cardiaque, et elle décède en 2015. Elle a 98 ans. Je dirais le visage de ce pays qui dort, entre le lac tranquille et les montagnes bleues. Je dirais les blés mûrs et les avoines d'or, et les chemins couchés près des talus poudreux. Je dirais le ciel pur, le vol des hirondelles et les prés qui reposent aux hanches des vallons. Je dirais le ruisseau coulant sous le tunnel des arbres penchés sur son lit de sable blond. Je dirais les sentiers qui courent en forêt, les fleurs pâles qui s'ouvrent dans des ronds de lumière, la mousse humide et sombre et les étangs secrets cachés dans les roseaux à l'orée des clairières. Je dirais les villages aux fermes grasses et blanches, les larges toits de tuiles et les greniers purs. Je dirais les fenêtres ombragées par les branches, des tilleuls familiers aux troncs gris et trapus. Je dirais le granit usé des bassins ronds et l'eau claire qui chante au goulot des fontaines. Je dirais les rues propres où dorment les perrons et les chiens paresseux qui respirent à peine. Je dirais les vergers accroupis près des granges, le soleil arrêté au-dessus des jardins. Je dirais les pressoirs attendant la vendange et les remises où vole la poussière du foin.
Je dirais l'ouvrier qui part au matin blanc, et sa première pipe, la gare qui s'éveille. Je dirais le collège et les cris des enfants, et la cloche qui sonne et le bruit des abeilles. Je dirais ces gens-là qui parlent peu et lourd, et les vieux sur leur banc caressés par l'été. Je dirais les souliers qui rentrent des labours, les femmes préparant pour demain le marché. Je dirais le troupeau qui bouge dans les tables, et la cuisine fraîche quand tombe le soir d'or. Le repas qu'on prend autour de la grande table, je dirais le visage du pays qui s'endort. Ce pays qui dort, interprété par Michel Buller. Toujours sur Radio Sous-Plante, la station des Rapins, 100 fois 125 km, l'émission raconte que nous menons de main de, je ne peux pas dire 2 mètres, parce que nous sommes 100 mètres, mais avec une maestrie éblouissante, ma camarade Piquet-Fou et moi, le mardi 4 août, et consacré pour sa partie artistique à Aimé Castin. Alors on va continuer parce que j'aime bien faire des lectures, et alors j'étais partagée. Du coup je vais faire 2 lectures parce que les choses arrivent souvent simultanément. Donc Robert sort de ses placards ce livre aux éditions des Alpes de Lumière sur Aimé Castin il y a quelques temps, en disant tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Je dis oui, je pense qu'on peut en faire quelque chose. Et justement je sors l'autre fois ce livre en disant ça y est, on va en parler ce mardi-là. Et en cherchant sur internet, je trouve qu'une écrivaine, Elisabeth Barillet, vient de sortir un livre qui s'appelle en mars 2020 L'école du ciel, et c'est un roman qui est consacré à Aimé Castin. Alors c'est une histoire, c'est romancé, mais en fait il y a deux vies qui s'intercalent. Il y a ce couple, la narratrice et son compagnon, qui cherchent une maison, qui cherchent à plusieurs endroits et qui finalement vont acheter la maison qui a appartenu à cette famille Castin. C'est l'héritage, et donc c'est la petite fille, je crois, qui leur vend la maison. Donc elle alterne les histoires de ce couple qui cherche sa maison et la vie d'Aimé Castin. Et en fait, elle est très bien documentée, parce que j'ai retrouvé dans le roman ce que j'avais lu dans la petite brochure Les Alpes de Lumière. Et j'avais envie de dire un peu les deux, parce que les deux se complètent bien. Et j'ai eu la chance de trouver à la bibliothèque de Montreuil ce livre L'école du ciel, qui est édité chez Grasset, qui venait juste d'être mis en circulation. Je voudrais ajouter aux commentaires de ma camarade que ce petit livre édité par les Alpes de Lumière et consacré à Aimé Castin, c'est la conservatrice des musées de Cavaillon, Sylvie Grange, avec qui j'ai travaillé quelque temps, qui me l'a offert et qui a participé à la rédaction justement de ce petit livre. Voilà, une femme extraordinaire qui a fait un boulot de conservatrice à Cavaillon fantastique, et qui est partie parce que bon, faut dire que les élus, les édiles de Cavaillon, c'était pas des Lumières, et qu'à un moment on en avait marre, et elle est partie. Ouais, non, t'as raison de le préciser. En fait, ce petit livre, Aimé Castin, bergère et artiste, c'est 3 regards de femmes. Donc en fait, c'est à travers 3 femmes qu'elle va être racontée. Ces 3 femmes sont Danielle Musset, sont Claude Martel et sont Sylvie Grange. Et chacune va s'intéresser à un visage particulier d'Aimé Castin. Danielle Musset va plus s'intéresser à tout ce qui est sur ses écrits. Claude Martel, en ethnologue, plus à sa vie de paysanne. Et Sylvie Grange, elle va s'intéresser à ses croquis. La dernière partie du livre est consacrée à ses croquis. Donc c'est vraiment un super bouquin, effectivement. Donc je vais commencer par lire un extrait du livre d'Elisabeth Barillet, L'école du ciel. Donc difficile de choisir toujours un extrait. Comme on parle peinture, j'ai choisi le moment justement où elle se met à la peinture sur les conseils de son voisin, où elle cherche du matériel. Tu peux rappeler son nom à son voisin? Jean-Claude Sardou. Voilà. Elle a trouvé un carton à la cave, et dans l'ancienne chambre des filles, 18 godets de peinture à l'eau sous leur étui de plastique blanc. Le terre de sienne neuf, comme Nathan Dankel. Par quoi commencer? Ce n'est plus la saison des pêches.
les pommes de la cuisine sont vilaines. Elle aurait dû prévoir des oranges ou des citrons. Que peindre alors? Son regard erre de louche en casserole. Que veut-elle au juste? Se divertir? Non, non. Rattraper le temps perdu? Se souvenir de ce qui fut? Blablabla. Bla bla bla. Lance-toi, ma fille. Le jaune te fait de l'œil. Eh bien, offre-lui ton pinceau. Invente un citron qui n'aurait jamais existé sans toi. Un jour qu'elle lui parlait de la timidité qui gelait sa main, M. Sardou avait saisi une brosse plate et fait 3 taches sur un carton. Une bleue, une rouge, une noire. Allongeant la bleue, épaississant la rouge jusqu'à la noire, il lui avait demandé ce qu'elle voyait. D'où lui venait cet air de triomphe? L'été ouvrait grand les fenêtres de l'atelier, les manœuvres d'un tracteur l'obligeaient à parler fort. Ne peignez pas trop d'après nature, l'art est une abstraction. Et d'où la tirez-vous, sinon de vos rêves? Prenez une toile, rêvez devant, ne pensez pas au tableau qui en résultera. Lancez-vous, échouez, recommencez, obstinez-vous, c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose. Échouer, c'est ce qui l'attend aujourd'hui. Échoue, ma fille, échoue bien. Commence par le noir. Lâche-toi, tes fantasmagories de branches et de souches, lâche-les donc. Noir comme l'olive et la truffe au fond du bocal, noir comme le chien dont on ne veut plus, noir comme l'attente sans objet, comme l'espoir sans trêve, comme l'invisible lit de fatigue. La pluie s'abat contre les vitres, bruit puissant, abrupt qu'elle n'entend pas. Elle ne pense plus à Paul, ni à la soupe qu'elle devra épaissir d'une louchée de vermicelle. Sa main serrée sur le pinceau, elle n'y pense plus non plus. Elle voyage dans le noir, elle s'abandonne au noir, elle l'explore, le mate, le quitte. Qui l'appelle maintenant? Le rouge, la voilà dedans. Rouge comme la baie, la chair, la plaie, rouge comme la peur qu'en ont les hommes, rouge comme la vie même. L'autre godet maintenant, jaune, comme le sang des marguerites, bleu comme la couleuvre et comme ton souvenir, maman. Il pleut toujours. Le bruit s'est fait plus sourd, plus doux. C'est bientôt l'heure où tout change, où les ombres deviennent des apparitions. Aimé, peint. Voilà, donc c'est assez touchant. Et ce qui est touchant, c'est toujours ce rapport à la couleur qui sera très présent. Alors, dans la brochure des Alpes de Lumière, j'ai aussi choisi un passage où il y a beaucoup de couleurs. Mais il faut voir que Aimée, en fait, a écrit sur tout. On a envie de tout lire parce qu'elle parle aussi bien de ses parents, de sa jeunesse, de son trajet à l'école, que de ses collections. Elle peut parler des papillons, elle peut parler des fleurs, elle peut parler des insectes. C'est chez ça. Non, mais elle est impressionnante et effectivement, elle a le certificat d'études avec mention bien. Elle écrit, je trouve, magnifiquement. Et le brevet. Et le brevet, voilà. Elle a son brevet et après, il y a des reproductions de peintures et elle commente ces tableaux. On est complètement en immersion dans ce qu'elle peint, en fait. On est en pleine nature avec elle, quoi. Alors là, l'extrait que je vais lire, c'est quand elle parle de la ronde des saisons. L'hiver est là. Sonnent carillons des sonnailles dans la course éperdue des bêtes, chassant les végétaux parfumés sur la terre humide, figés de glace et de dégel gluant, tandis que le mistral secoue les feuilles aux couleurs d'ambre des chênes endormis. J'avance à pas lents et sous mes chaussures crissent les cailloutis. Il y a, çà et là, quelques taches de neige dans l'ombre obscure des bruyères. En bas, dans la vallée, les maisons ferment leurs lourdes portes au froid qui gercent les pierres et fendillent leurs mortiers. Les collines font le dos rond sous la ramure morte que le vent froisse comme du papier. C'était le premier dimanche d'avril. Savez-vous ce qui m'attire dans les collines pentues et buissonnantes et dans les champs bordés de ruisseaux et de baies? C'est de voir chaque jour des plantes nouvelles qui s'habillent de vert et qui grandissent sans bruit, préparant je ne sais combien de vies nouvelles. Dans mon jardin, au pied des murs délabrés, j'ai cueilli des jacinthes blanches, mauves et roses. Mars avait fait éclore les violettes sous les buissons, avril les conservait. Il y avait aussi des éliantes jaunes et d'innombrables fleurettes blanches comme neige. De loin, j'ai vu les amandiers fleurir en boules roses et les pruniers se couvrir d'un voile blanc. Le soleil brûlant de juillet mûrit les céréales, les champs roussissent jusqu'à la moisson. Mais il faut récolter très vite car une grêle est toujours possible. La moissonneuse-batteuse engloutit des centaines d'hectares de jour et de nuit. L'or de la vallée s'enlise dans la machine infernale qui rugit à grand fracas de ferraille, semant la mort pour les insectes et les fleurs qui montent dans les blés. Les beaux champs de blé, que l'on avait plaisir à voir onduler et filer sous le vent, peu à peu deviennent des déserts sous la lumière éblouissante. Les lavandes en fleurs boulissent les coteaux, leur forte senteur purifie l'air chaud. Mes yeux s'accrochent à ces feuilles magiques, mes mains serrent d'opulents bouquets, mon linge en est parfumé. Dans ma colline, les châtaigniers sont dorés,
avec les joyeuses cigales. C'est le festival du mois de juillet au Gubian ensoleillé. Voilà. Mais on a envie de tout lire dans ce bouquin, quoi. Tout est à peu près de ce niveau-là de narration, quoi. Ouais. Oui, non, c'est vraiment... Elle fait penser, avec sa littérature, elle fait penser un peu à Chessac. Je trouve que Chessac était plus farfelu, mais oui, c'est des gens, voilà. Parce que comme Chessac, lui, il a à peine ce certificat d'études, je ne sais même pas s'il l'a pas eu dans un peu surprise. Mais bon, c'était des flous d'écriture aussi. Des flous d'écriture, d'observation, d'émotion, de sensibilité. Et en fait, cette femme, elle a élevé ses 4 enfants, elle a fait tout ce travail, en fait, tout ce travail domestique. Elle raconte comment elle vole du temps, parce qu'effectivement, avec tout le travail qu'elle a, elle se réveille des fois à 3-4 heures du matin pour peindre, tellement elle est passionnée. En plus, dans un milieu où être artiste peintre n'a absolument aucun sens. Donc, il fallait que son mari s'adapte aussi à tout ça, quoi, ce qu'il a fait, parce que visiblement, ils ont passé toute leur vie ensemble et il a quand même aimé son travail, même si au départ, ça devait lui paraître complètement farfelu, quoi. Donc on ne peut être qu'admiratif d'un parcours comme ça, quoi. Oui, surtout quand on connaît la mentalité des paysans, surtout à cette époque-là, c'était pas très porté vers l'art. Parfois, ils nous arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours, ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau, se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau, les bergers. Entre l'an et de vieux, entre l'an et de sages, qui appellent au puits tous les vieux du village, les bergers. Ceux-là ont des histoires à nous faire telle peur que pour 3 nuits au moins nous rêvons des frayeurs, des bergers. Ils ont les mêmes rides et les mêmes compagnes et les mêmes senteurs que leurs vieilles montagnes, les bergers. Entre l'an et de jeunes, entre l'an et de beaux, qui appellent les filles à faire le gros dos, les bergers. Ceux-là ont des sourires qu'on dirait une fleur et des éclats de rire à faire jaillir de l'eau, les bergers. Ceux-là ont des regards à vous brûler la peau, à vous défiancer, à vous clouer le cœur, les bergers. Mais tous ils nous bousculent, qu'on soit fille ou garçon, les garçons dans leurs rêves, les filles dans leurs frissons, les bergers. Le vin et le fromage, et nous croyons une heure faire partie du voyage des bergers. C'est un peu comme Noël, Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous aux équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours, ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes ont fini de nous boire notre eau, se remettent en route à l'ombre d'un pipeau, les bergers, les bergers, les bergers. Les bergers, Jacques Brel. Et tout de suite, sur Radio Soupente, je répète, parce que bon, vous êtes peut-être un peu endormi, ou si vous arrivez que vous ouvrez votre poste télévision, bon bref, vous m'avez comprise. La station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, Radio Soupente évidemment, l'émission Art Rock'n'Roll du mardi 4 août 2020, consacrée pour sa partie artistique à Aimée Castin, une peintre haute provençale, mais quelque chose que, si vous avez écouté ma camarade, vous devez commencer à comprendre, à saisir. Et mon boulot, moi, enfin, c'est pour moi toute seule, avec ma camarade maintenant, notre boulot, mais surtout le mien, c'est que vous parlez de ses œuvres.
Ouais, 16 heures. Alors c'est vrai que dans le petit bouquin, il y a pas mal de reproductions. On peut la qualifier d'artiste naïve, mais pas que. Donc il y a deux parties dans son travail, je trouve. C'est son travail de peintre à la gouache puis à l'huile. Et puis la dernière partie sur laquelle s'est attaché, à laquelle s'est attaché Dominique Grange, c'est toute la partie des croquis et tout ce qui concerne les arbres et les souches que je trouve absolument fantastique. Oui, moi, bon, je suis... la peinture d'Aimé Castin, c'est une peinture, oui, on peut dire naïve, mais ça ne veut rien dire du tout. Disons que c'est une peinture qui n'est pas apprêtée et qui n'est pas prétentieuse, voyez-vous. Voilà, j'aimerais bien connaître la peinture de son mentor, là, de Sardou. J'irai sur le net pour voir ce que c'est, parce que je ne connaissais pas. Non, c'est une peinture qui fait pas du tout naïf, qui fait une peinture, je dirais plus que naïf, je dirais un peu primitive, un peu comme ça, voilà, sans affrètement et tout, mais d'une technicité invraisemble pour une artiste qui n'a pas fait d'école ni rien. Elle a un rendu graphique, plastique qui est magnifique, quoi, avec je sais pas comment dire, une structuration des choses, des éléments, etc., des compositions qui sont très étonnantes, voilà. Des couleurs aussi. C'est un peu tout ça et pas. Ce sont pas des couleurs posées brutalement, etc. Il y a une espèce de travail, presque d'effacement, de flou. Qui rendent beaucoup de ces scènes qu'elle reproduit comme des scènes un peu de rêve, un peu onirique. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens ce qu'elle fait. Ouais, t'as raison, il y a cette espèce de flouté. Et quand elle fait des personnages, d'ailleurs, elle dessine jamais les traits du visage. C'est des personnages qui sont un peu en foule, dont on distingue simplement leur fonction, leur travail, mais pas leurs traits, quoi. Ouais. Alors, il y a tous les classiques de la Haute-Provence, avec les champs de lavande, les arbres fruitiers en fleurs, les villages, les hameaux, mais il y a aussi des natures mortes qui peuvent rappeler par certains côtés un petit peu cet artiste, alors là pour le coup un peu naïf, là, qui faisait des natures mortes, etc. Séraphine. Non. Séraphine. Ouais. Oui. J'ai pensé à Séraphine, effectivement. D'ailleurs, parce que son voisin est enthousiaste, en fait, rapidement. Et c'est comme Willem Oudeux qui voit ces 3 pommes de Séraphine et qui pense que c'est une grande artiste, qui sait que ça serait une artiste, quoi. Ouais. Et elle a ça, j'ai sous les yeux des peintures de fleurs et même une pastèque. Et je dois dire que ça fait vraiment penser au travail de Séraphine. Voilà. Pour le reste, c'est très poétique. On est dans des espèces de songes. Il n'y a pas de choses. On ne sent pas la prétention de quelqu'un qui affirme par la peinture ou par le dessin, qui affirme la représentation. Non, pas du tout. C'est vraiment là, ça passe tout doucement. Il y a les champs de lavande absolument éblouissants, de naturel, voilà. Il y a tous les travaux des champs, les villages, enfin vraiment il y a... Et là je suis sur un paysage lavandier et c'est une colline apparemment et la disposition des raies de lavande, vous savez, oui parce que c'est dans des choses alignées comme ça fait comme un petit peu comme sur les cartes d'état-major les courbes de niveau, quoi, mais ça donne un mouvement au paysage qui est absolument extraordinaire, quoi. On peut dire ça comme ça. Autrement, vous avez des petits bouquets de lavande comme ça, des petits bocteaux de lavande avec une chapelle et des gens qui défilent là. Oui, tout est ordonné de telle manière que ça incite vraiment au rêve et à aimer ce pays où elle a vécu, parce qu'encore une fois, c'est pas prétentieux, voilà, c'est quelque chose. Par contre, ces dessins que ma camarade adore, alors là, ça fait quand même plus professionnel, enfin, dans l'idée qu'on c'est un professionnel, parce que il y a un travail des arbres et de
leur surface tourmentée, parce que les arbres de Provence, souvent, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est souvent sec. Et elle a fait des dessins de souches, de racines, d'écorces, qui sont absolument, c'est vrai, ma camarade a raison de le dire, éblouissants, quoi. Je ne sais pas pourquoi je recule un peu devant tout ça, parce que c'est pas du tout les peintures, hein. Ça n'a rien à voir avec les peintures, qui sont d'une certaine manière assez comment dire, simple pour dire les choses un peu stupidement. Là, c'est vraiment très très travaillé. Il y a un énorme mouvement, vous voyez, c'est quelque chose, et c'est simplement avec des traits. Il y en a quelques-uns qui sont faits, qu'elle a coloré un petit peu comme les études botaniques, vous savez. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Mais pour celles qui sont faites à la plume ou au crayon, là, on touche à quelque chose d'assez extraordinaire, quoi, du point de vue graphique, du point de vue de la pureté du trait, etc., et de la richesse du rendu. Voilà. Alors, apparemment, effectivement, quand elle gardait ses brebis, elle faisait des croquis sur place. Donc, je pense qu'elle avait le temps d'observer, de bien retranscrire ce qu'elle voyait, de prendre du temps pour travailler. Ses peintures, elle travaillait pas sur le motif, elle partait pas avec son matériel de peinture, elle faisait des croquis d'après la nature et elle retravaillait après chez elle ses peintures, quoi. C'est là qu'elle peignait, quoi. Voilà, c'est une peinture appliquée, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle fait pas ça comme une folle à taper la brosse sur la toile. Non, tout ça, on sent que ça a pris du temps, que ça a été quelque chose comme on fait de la bonne cuisine mitonnée. Voilà, c'est ça. Il y a un investissement sentimental, cérébral même, on peut dire, d'amour dans son travail. C'est pas du travail à l'emporte-pièce. On sent qu'elle a une volonté de faire partager à ceux qui regardent ce qu'elle-même voit et ressent dans la nature. Voilà, c'est ça. Oui. Et je pense qu'elle y arrive d'une manière assez extraordinaire. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand son voisin l'incite à travailler, bien sûr, elle n'a pas pris de cours ni rien. Et en fait, elle dit, mais on peut se débrouiller, il y a toujours des notices. Donc, par exemple, quand elle va recevoir sa mallette de Manu France, elle va décrypter la notice d'utilisation. Enfin, c'est très touchant tout ça, quoi. Oui. Voilà. On fait avec les moyens qu'on a, on essaye de les utiliser le mieux possible. On essaye d'en extraire tout ce qu'on peut, hein, comme on extrait la flotte d'une serviette mouillée. Non, pardon, je plaisante pas, mais voilà, là il y a un vrai travail, une vraie élaboration mentale et sentimentale complètement qui donne un résultat, faut le dire. Hein. Même si moi je suis pas comme ma camarade enthousiaste comme elle peut l'être, et ce que je regrette d'ailleurs, je dois quand même dire que même si je suis un peu en retrait des émotions de ma camarade, je dois quand même dire que j'aimerais voir vraiment les œuvres originales, quoi, d'avoir une exposition des œuvres d'Aimé Castin, parce que je pense qu'avec la reproduction, on ne se rend pas vraiment compte de ce travail. Voilà, ça. Je pense qu'avec les originaux, on doit être moi, je serais plus convaincu si je voyais les originaux. Mais moi, sa peinture, m'enthousiasme, mais plus parce qu'il y a l'histoire de cette femme derrière, en fait. C'est vraiment tout ça qui porte les tableaux. Moi, je préfère nettement toutes ces croquis de souches et d'arbres, justement, avec quand c'est plus tourmenté, que c'est plus fort, en fait. Mais cette femme m'émeut énormément, parce que elle a eu une vie qu'elle n'aurait jamais dû avoir, en fait, et ça, j'adore les parcours comme ça qui sont atypiques, justement, où il y a cette volonté, cette obstination. L'obstination, c'est ce que lui a transmis son institutrice, quoi. Et donc et c'est pareil, cette institutrice a été une femme extraordinaire. Elle avait déjà été remarquée dans sa formation, et elle avait des méthodes qu'on dirait maintenant de pédagogie active ou différentes, où soi-disant les enfants commençaient les cours en chantant, terminaient en chantant. Donc elle aussi a su transmettre a su révéler des enfants qui n'auraient peut-être jamais été révélés. Donc tout ça, c'est des parcours, moi, qui me touchent énormément, quoi. Quand l'inattendu arrive grâce à des gens qui arrivent au bon moment. Oui, comme Sardou est arrivé probablement au bon moment, parce que quand il lui dit
il faut faire, défaire, refaire, etc. Pas s'arrêter. On peut tout rater, mais il faut recommencer, etc. C'est très important. Quand tu es un peintre qui vient d'où elle vient, tu vois, il lui a donné aussi le goût, il lui a permis, en tout cas, d'être aussi opiniâtre, parce que il lui a, comment dirais-je, il l'a pas effrayé devant la tâche accomplie, au contraire, il lui a dit non, on s'en sort toujours en quelque sorte. Mais il faut y aller, il faut persévérer. Et ça, c'est très important. Même des peintres aujourd'hui, ou des jeunes peintres, ou des jeunes étudiants en peinture, etc. C'est ça qu'on doit leur transmettre avant tout. C'est l'opiniâtreté. C'est pas de faire des choses faciles, des choses qu'on fait avec brio parce qu'on est habile, parce que non, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, beaucoup de grands peintres contemporains, enfin, je veux pas dire de l'art contemporain, mais beaucoup de grands peintres modernes surtout, eh bien, c'était des gens qui travaillaient énormément. Voilà, ils donnent une impression de liberté pour certains, etc. Mais en fait, non. C'était des gens qui bossaient, qui recommençaient, voilà, ils avaient une espèce de... Évidemment, quand Renoir avait 80 balais, il a un tel métier dans les mains qu'il est capable de vous pondre des trucs, voilà, sans réfléchir. Mais pour en arriver là, il faut avoir travaillé. Et encore, quand il y a les mémoires de son fils, son fils fait son bouquin sur son père, la Renoir, il termine justement, Renoir meurt pratiquement en train de travailler avec son arthrose et tout son mal-être, et en disant je venais juste de comprendre quelque chose, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. L'art, c'est pas comme réussir en affaires ou réussir, etc. Non. L'art, ou comme réussir en sport, l'art, c'est une question de temps. Voilà, c'est ça. Le temps. Ouais. D'ailleurs, les artistes qui ont duré en continuant à produire des œuvres intéressantes, ils sont, arrivés à un certain moment de leur vie, là, c'est là qu'ils se libèrent vraiment, et c'est jamais... Ceux qui commencent très jeunes, en général, ils finissent très mal. Voilà. Il faut d'abord apprendre en faisant. Et à un moment, on arrive à trouver un peu quelque chose. Au bois de la mare, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé pour avoir le cœur malfamé. Le cœur malfamé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Quand il y a plus de vin dans mon tonneau, quand il y a plus de vin dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Au bois de mon cœur, au bois
bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Des petites fleurs, des petites fleurs. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. C'était Au bois de mon cœur, Georges Brassens. Et nous allons nous terminer, s'il faut bien qu'on se termine un jour, chers camarades, camarades et amis amieux, auditeurs de Radio Soupente, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet à racode.fr. On va vous causer du culturel avec tout d'abord un film, Sous la ville, de Agnieszka Holland, une polonaise, et c'est un film qui se passe en Pologne, à Lwów, dans les égouts de Lwów. Voilà, sur le ghetto de Lwów, comment des gens vont survivre pendant 14 mois dans les égouts après la destruction du ghetto de Lwów. 11 personnes vont survivre grâce à un Polonais qui, au départ, va faire payer un égoutier polonais qui va se faire rémunérer pour tout ça, pour leur apporter à manger. Il est plutôt intéressé qu'autre chose que par son humanité. Et puis, les mois passant, il va s'attacher à ces juifs et en fait va prendre des risques pour lui et sa famille pour les sauver. Sans être payé. Parce qu'à un moment, ils n'ont plus d'argent. Et là, il dit, bon, écoutez, on va continuer comme ça, voilà, je vous aime bien, en fin de compte. Non, c'est injuste, et d'ailleurs, il a été reconnu comme juste. Alors, évidemment, c'est les images habituelles des ghettos, c'est toujours ces horreurs, quoi. Là, il y en avait quelques-unes qui étaient assez... Ouais, c'est toujours un peu difficile, ces films. Difficile, ouais. Mais voilà, Agnieszka Holland, moi, j'ai la chance d'avoir une voisine polonaise qui me fait découvrir toute la culture polonaise, en fait, qui a beaucoup de documents. Donc, c'est elle qui m'a prêté ce film. Et donc, cette réalisatrice, Agnieszka Holland, je m'aperçois qu'en fait, plus je la connais, plus je vois qu'elle a travaillé sur des fictions qui me plaisaient. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime bien sa façon de filmer. Il y a beaucoup de travail sur les reflets. Il y a des très belles images. Donc, merci Anna de me faire découvrir Agnieszka Holland, qui avait justement fait un film que j'avais vu il y a très longtemps qui s'appelait Le Jardin secret. J'ai vu aussi un film sur Arte qui s'appelle Potok, qui était une histoire d'une femme qui se venge de chasseurs, c'est un peu par la magie, avec une interprète qui fait penser à Yolande Moreau et avec une fin assez magique, donc c'était vraiment un film super. Et Agnieszka Holland a travaillé aussi au scénario d'épisodes de la série Wire sur écoute, de David Simon, et sur Trem aussi, toujours de David Simon, et sur les séries The Killing, une série danoise policière, et ce sont quand même des séries de très très bonne qualité, quoi. Oui, parce que là, et là, on est en train de visionner un autre film en 3 parties sur la révolution hongroise, voilà. Qui a été réprimé par les chars soviétiques, enfin, un truc invraisemblable. Et on vous en parlera la prochaine émission, voilà, probablement. Toujours Agnieszka. Mais c'est aussi assez difficile à regarder. Ouais, mais c'est intéressant de regarder plusieurs films d'une même réalisatrice dans la foulée, comme ça, quoi. Alors sinon, dans les choses à voir, dans les vidéos à regarder, sur Arte, c'est quand même, merci Arte d'exister, ça sauve un peu le paysage télévisuel français. Il y a un documentaire dont tu m'avais parlé dans Invitation au voyage, qui est une émission en 3 parties. Là, c'est la partie centrale qui est consacrée aux églises peintes en Bourgogne. Et c'est un petit bijou. C'est sorti, c'est la semaine dernière, donc je mettrai le lien, c'est en replay. Et donc, c'est ces peintres voyageurs qui vont d'église en église
églises et au Moyen-Âge et qui décorent les églises avec les ocres naturels, donc des ocres jaunes et des hématites, et qui vont peindre comme ça, qui promènent d'ailleurs leurs pigments dans des coquilles d'huîtres. C'est assez extraordinaire. Et on peut voir donc il reste certaines traces dans les églises. Il y a une danse macabre qui fait 25 mètres de long, qui est absolument extraordinaire. Et voilà, on les voit travailler. Il y a un peintre d'ailleurs local qui essaye de retravailler un peu comme qui a laissé tomber ses peintures, ses pigments, et qui travaille un peu à cette manière ancienne, donc avec du blanc d'œuf, avec du lait, avec de la gomme arabique, qui essaye de retrouver toutes ces techniques anciennes, quoi. Des techniques qui coûtaient pas un rond. Voilà. Donc forcément, c'est des scènes qui sont dans les ocres et les rouges. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de vert, puisque c'était pas des pigments locaux, quoi. Voilà. Après, concernant les lectures, moi j'ai lu les Testaments de Margaret Atwood. Alors Margaret Atwood, c'est cette Canadienne qui avait écrit La Servante écarlate, un livre qui a fait un tabac, surtout aussi parce qu'il y a eu la série qui a été adaptée par la suite. Et les Testaments, c'est donc la suite de ce qui s'était passé à La Servante écarlate. Et elle l'a écrit, donc là, c'est sorti il y a quelques mois, il y a 1 an, je crois, alors que La Servante écarlate avait été écrit dans les années 80-85. Donc après ces événements de La Servante écarlate, on est toujours dans ce régime théocratique de Galahad, avec un asservissement des femmes, des emplois différenciés, des surveillants, de la police, et on sent que là tout ça va basculer, et à travers le destin de 3 femmes qu'on va retrouver de par leurs écrits, ces 3 femmes vont se retrouver à la fin du livre pour faire écrouler ce Galahad, quoi. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est moins bien écrit que La Servante écarlate, et la fin je la sens un peu bâclée, enfin je suis moins séduite. L'histoire m'intéresse, le scénario est intéressant, mais je trouve que l'écriture est moins bonne que pour La Servante écarlate, quoi. Bon, voilà, dis donc, elle est sévère, la petite là. Bon, Margaret Atwood n'est plus toute jeune non plus, hein. C'est une sérénité précoce. Voilà. Et donc un livre, une BD dont on avait parlé la fois d'avant, c'était le Algue verte d'Histoire interdite, la BD d'Inès Léraud. Enfin, elle a fait une enquête de 3 ans en Bretagne, et c'est terrifiant. C'est déprimant, c'est terrifiant, parce qu'on se rend compte à quel point... à quel point nos édiles sont des gens pourris. Voilà, que ce soit au niveau juridique, scientifique, politique, il y a une volonté de tout taire, d'occulter complètement ce problème, de penser que les morts ne sont pas dus aux algues vertes. Enfin, tout est truqué, et c'est absolument démoralisant. Oui, démoralisant, parce que... Et là, on retrouve, devinez qui, à la manœuvre dans ces trucs-là, 2 actuels politiques aux manettes, Drian et Richard Ferrand, déjà, qui magouille déjà, avec le lobby les lobbies de l'agroalimentaire, etc., etc. C'est vraiment le seul argument qu'ils peuvent opposer à cet empoisonnement généralisé des côtes bretonnes dû aux cochons, c'est pas leur faute aux pauvres bêtes, et aux poulets, c'est que là, si on parle de ça, les touristes vont s'enfuir. Fallait pas parler du Covid, des bandes de connards. Comme ça, il y aurait plein de touristes sur les plages en ce moment. Hein? Donc voilà, c'est les mecs. Le seul truc qui les intéresse, c'est le pognon, le pognon, le pognon. Parce que le tourisme, c'est du pognon, du pognon, du pognon. Non, puis là, on voit bien les organigrammes. Elle décrypte un peu tous ces lobbies bretons, tous ceux qui sont impliqués dedans, toutes ces grandes fortunes qui ont des intérêts. Enfin, c'est vraiment extraordinaire, cette BD. En plus, je suis contente, j'ai fait vivre la petite librairie de Pleubian, parce que c'est toujours agréable d'acheter des bouquins dans des librairies indépendantes. Hein. À Montreuil, je vais à Libertalia, donc en Bretagne, je vais à la petite librairie de Pleubian qui s'appelle Je Bouquine. Et donc, je suis vraiment contente d'avoir fait cet achat, aussi pour soutenir cet éditeur, ce qui s'appelle La Revue Dessinée, qui a aussi édité cette BD sur l'histoire que raconte Benoît Colomba, enfin l'enquête de Benoît Colomba sur Kadhafi et Sarkozy. Donc vraiment, il faut en souvenir tous ces gens qui prennent des risques, parce que ce que j'avais raconté dans le presse-papier, c'est que ce livre était quand même censuré, quoi. Et je vous avertis que c'est pas aussi drôle qu'Astérix, le breton. Hein. Ça se dit pas si facilement non plus. C'est même une lecture, il faut y aller tranquille, parce qu'il y a tellement d'informations, mais c'est incroyable.
je vous dis, jusqu'à cette perle là, que j'ai découvert récemment là, dans le bouquin, parce que je ne l'ai pas encore fini, moi j'y vais à petite vitesse et grande lenteur, et où on voit donc justement à la manœuvre Le Drian qui soutient toutes les grandes familles richissimes bretonnes, et un socialiste, je le rappelle en passant, et Richard Ferrand, le mis en examen de ce truc, comment c'était lui, son machin, où il était mis en examen, là c'est une histoire bretonne. Conflit d'intérêt encore. Ouais, conflit d'intérêt, où il a refilé... Avec la mutuelle, là, c'est l'histoire des mutuelles bretonnes. Oui, les mutuelles de Bretagne, où il a refilé... et pour une société que gérait sa femme, il a fait intervenir les mutuelles de Bretagne qui ont arrosé, quoi. Et voilà. Alors, on a des gens comme ça au gouvernement Macron, hein, ils n'ont pas assez de casseroles au cul, il faut qu'ils en ont encore d'autres. Comment ça peut se faire qu'on ignore à ce point-là les turpitudes de ces ministres et de ces affidés? Entre l'affaire Benalla, l'affaire Ferrand, l'affaire Rugy, et l'affaire Le Drian maintenant, etc. Mais comment ils arrivent? Mais c'est un truc invraisemblable. Darmanin, l'affaire Darmanin. Darmanin, oui, voilà, Darmanin. Voilà. Bon, en tout cas, une BD à lire, à acheter, qui en plus qui est très esthétique, hein, c'est une ligne claire, il y a des belles couleurs, enfin, voilà, effectivement, une lecture un peu ardue, parce que très riche, une vraie enquête journalistique. Et à la fin, il y a un glossaire où il y a tous les documents sur lesquels ils se sont appuyés pour écrire cette BD. Ouais. Non, c'est là. Et il y a quand même 160 pages, quelque chose comme ça. Oui, c'est un vrai travail d'investigation. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un travail de journaliste. Mais alors vraiment, ça donne la gerbe. Hein. Entre nous soit dit, pourtant on a des occasions de gerber, mais là, sans ligne de plus. Hein. Et alors, on n'a pas parlé des expos. On peut préciser mercredi. Donc, nous allons à Lille voir l'expo Gros-Mère à la piscine de Roubaix. Une expo qui est prolongée jusqu'au 20 septembre. Au musée d'Orsay, à Léopold Chauveau, au Pays des Monstres. Moi, ça me faisait un petit peu envie, donc je vais voir si c'est possible, sachant qu'à Paris, il y a très peu de monde, les touristes étrangers n'étant pas là. On peut aller dans les musées assez facilement, apparemment. Et au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a Paris pour école, avec une collection d'œuvres des peintres de l'école de Paris, qui avait l'air plutôt intéressante. Voilà, bon, ça fait 3 lieux où vous pouvez vous rendre, que vous soyez parisien ou pas d'ailleurs, parce qu'on parle aussi pour la province. Voilà. Alors on va faire le salut à nos amages, potes et ses potes, hein, comme Claude et André de la Nation, Karine de machin les Perpètes, là, Montigny, les Cormeilles, Marie-Christine Béguet du Gard, Claude et William, nos potes de Brest, Jean-Paul Soural, un peintre de Schnorr qu'on adore, le coup de Kerkbranche, pour habiter un bled pareil. Bon, Claudine, la pote à ma pote, Jean Peduzzi, qui nous envoie toujours des trucs sympas, mais qu'on ne peut pas toujours publier ni en parler, parce que bon, on est assez occupé avec tout le reste. Joël, mais moi ça me réjouit en tout cas, égoïstement. Joël, qu'on appelle l'Arlésienne du Caire, Anne-Emmanuel et Frédéric, des potes peinturlureurs, avec Corinne, une tapissière aimée, Juliette Plante, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, Clément, graveur, Vincennes Montreuil, Agnès Dubar, graveuse. Elle est graveuse dans le Gers, je crois, non? Ouais, voilà, en Ariège. Non, en Ariège, pardon. Elle appelle Agnès Dubar. Thierry Morsure, on a fait un blot, hein. C'est un graveur belge de Bruxelles. Colette, une femme de peintre, veuve, qui s'occupe ardemment de l'œuvre de son mari. Il y a un bouquin qui a été publié, là, qui a l'air magnifique, un peu cher, voilà, sur son mari, Odon. Jacqueline, qui s'occupe aussi de l'œuvre de son mari, qui s'appelle Humbert. Raymond Humbert, ouais. En Bourgogne, à La Duze, un petit village tout petit, paumé, avec un musée d'art populaire, justement, qu'avait édifié Raymond avec Jacqueline. Liliane et Laurence, deux romancières qui écrivent des polars. Hein. Il faut voir les polars, il faut voir les romancières.
José Arthur du Mélange, Anne-Isabelle Roubaille de Bourg-en-Marlotte, avec sa librairie magnifique, qui s'appelle comment déjà? Ça m'échappe. Bien. Bon, L'empreinte. L'empreinte, voilà, c'est ça. Ah, j'aime bien d'ailleurs l'empreinte, Oui. le nom, c'est bien trouvé. Florence Quenu. Florence Quenu, qui tient la librairie de l'empreinte, Ah bah oui. qui est libraire. Qui est libraire, voilà. Colette et Alain, dans mes scènes préférées, Christophe dit Lulu, commissaire-priseur, Dominique Paula d'Ardoin, une galériste magnifique qui s'est malheureusement fait la paire dans les vertes prairies du Grand Manitou. Marie-Pierre, un docteur assez extraordinaire, et Marie Degnaud. Galeriste de Kaléidoscope, on a découvert Mao Tolai, Voilà, c'est ça. le dessinateur galeriste vietnamien. aussi qui fait penser, par certains côtés, bien qu'elle soit moins maman italienne, qui fait penser par certains côtés à Dominique Paula d'Ardoin. Et puis, j'ai oublié aussi notre sorcière bien aimée, la Geneviève. Ah oui, alors. Geneviève, que La je dois Geneviève, rappeler. ah si, j'allais là, Geneviève, mais je l'ai pas, je crois pas que je l'ai cité. Voilà, l'émission est, et puis tous les auditeurs, auditrices inconnus, hein, qui sont avec les milliers d'auditeurs, d'auditrices, qu'on ne peut pas tous les citer. Enfin bon, c'est à moitié vrai, à moitié faux, tout ce que je raconte. L'émission est à l'écoute sur notre blog arachel.fr, et on se tire en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Voilà. Et à la semaine prochaine avec Gros-Mère. Voilà, les grosses mères. Ouais. Salut. Aux arbres citoyens. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie,